1812. Campagne et retraite de Russie, grande histoire et faits divers, par Sylvie Benito et Joël Gosset. Deuxième partie. Premier épisode. Le commencement de la fin. C'est en effet un titre possible pour cette seconde partie, ou encore la fin d'une éblouissante épopée française. Et puis, l'expiation. Alors Napoléon, après être resté sans doute trop longtemps à Moscou, décide de quitter la ville, non sans avoir donné l'ordre au maréchal Mortier, duc de Trévise, d'incendier les casernes et les établissements publics. À l'exception de la maison des enfants trouvés. Oui, il préfère tout miser sur le palais du Kremlin. Pas de chance. La pluie a mouillé les mèches et la destruction ne sera pas totale. Le clocher d'Ivan le Grand, par exemple, sera épargné. Mais pas l'arsenal qui ne sera pas épargné. Et Napoléon entendra la terrible explosion alors qu'il se trouvera à Fimenskoé, à 10 lieues de Moscou. Précisons que le 19 septembre à 7 heures du matin, Napoléon quitte enfin Moscou. Oui, et il tweet à Marie-Louise. Je t'écris au moment où je monte à cheval pour visiter mes avant-postes. Il fait ici chaud, un très beau courant d'octobre. Nous n'avons pas encore éprouvé les rigueurs du climat du Nord. Mon intention est de prendre bientôt mes quartiers d'hiver. Et j'espère, ma chère Marie-Louise, pouvoir te faire venir en Pologne pour te voir. Alors Napoléon est optimiste, mais à sa décharge, toutefois, il faut quand même préciser qu'il fait un beau soleil lorsque le 19 septembre à 7 heures du matin, il sort du Kremlin par la porte du Sauveur en direction de Smolensk, avec le gros de l'armée, qui ne compte plus que 100 000 hommes et 600 canons. Et si mes souvenirs sont exacts, tu nous avais parlé au départ, à la traversée du Niémen, d'une armée de 400 000 hommes. Et oui, c'est à peu près cela qui était indiqué. 300 000 morts, tu te rends compte? Et dire que les Français avaient été plutôt contents quand Napoléon s'était proclamé empereur. Eh oui, mais passons, car Napoléon est empêtré dans cette funeste guerre de Russie qui lui est arrivée, dit-il, par malentendu. Le malentendu étant l'hiver russe qui le force à la retraite. Napoléon projette d'entamer la retraite en passant par le sud, par la route de Kalouga, ce qui lui éviterait de prendre la route de l'Allée, totalement sinistrée, où il n'y a plus aucun ravitaillement possible. Les Français vont ainsi passer par Voronovo, devant le château de Rostopchine, le gouverneur de Moscou. Château qui n'est plus qu'une ruine calcinée, sur laquelle a été accroché un panneau écrit en langue française. J'ai mis le feu à mon château qui me coûta 1 million, pour qu'aucun chien de Français n'y loge. Oui, alors c'est un peu contesté, mais si c'est vrai, pas fait pour remonter le moral des troupes françaises. Troupes qui ne sont pas à l'unisson tant au physique qu'au moral. Par exemple, les soldats de la garde qui ont séjourné dans la ville et ont été nourris normalement et s'y sont reposés sont en relative bonne forme. De même que Napoléon, qui écrit à Marie-Louise « Oh, ma santé est bonne, mes affaires vont bien. » Alors, par contre, pour ceux qui ont bivouaqué à l'extérieur, souvent mal nourris et exposés aux intempéries et aux raids des Cosaques, ils sont quand même bien affaiblis. Ouais, c'est tout de même la croisade de Thierry l'Hermite, tu sais. Il y a aussi des ambulanciers, des ingénieurs, des forgerons, des boulangers, des maréchaux ferrants, des cantinières, l'ensemble représentant environ 2000 personnes et derrière encore une multitude de voitures, de fourgons, de charrettes chargées de tous les bulletins possibles et imaginables. Qui dit charrette dit chevaux. Ces chevaux qui rongent le bois des mangeoires et broutent ce qu'ils trouvent entre les corps décomposés. Ils mangent l'herbe des morts,
disait Carole Martinez dans un ouvrage qui s'appelle Le domaine des murmures. Enfin, c'est pas du tout le sujet de la campagne de Russie, mais enfin. Et puis il y a aussi enfin tous les civils francophiles qui habitaient Moscou, et qui craignent bien sûr les représailles des Russes. Il y a des familles entières avec femmes et enfants. Par exemple, les comédiens français, les artisans, les professeurs, les instituteurs, etc., qui vont se mettre à suivre l'armée. Si le moral et le civisme de la garde est sans faille, dans d'autres régiments, de nombreux combattants sont là et désespérés, et ils aspirent à la paix. En outre, la combativité des régiments étrangers commence à poser problème, et on sent une certaine hostilité à l'encontre de l'empereur. Pourtant, l'immense majorité des soldats accuse les éléments sans faire un reproche à la gloire de l'empereur. C'est Colincourt qui rapportera cela. Tel ce soldat, voyant passer Napoléon à pied et enveloppé dans une grosse capote doublée de fourrure, sur la tête un bonnet de velours amarante, avec un tour de peau de renard noir, et qui dit à son camarade: « En vérité, mon pays, oh, je sais pas si je dors ou si je veille. Je pleure d'avoir vu notre empereur marcher à pied, un bâton à la main. Lui si grand, lui qui nous a fait si fiers. » Dès le 20 octobre, le vent, les gelées et le froid ralentissent la marche. Tu connais la chanson, enfin le poème. Il neigeait toujours. On n'avait pas de pain, on allait pieds nus. Eh oui, pieds nus, car pas de bottes, et aucun vêtement chaud. Il aurait fallu des peaux de mouton, des gants fourrés, mais rien n'avait été prévu. Et pour ce qui est des chevaux, pas un seul fer à crampons comme l'avait préconisé Colincourt. Et que la famine commence, faute de ravitaillement, on commence à manger le cadavre des chevaux. Toujours t'as retenu. Les chevaux, on n'attend pas que la bête soit morte pour la dépecer. Et quand elle regimbe, l'exécuteur s'irrite. Tu peux donc pas rester tranquille, coquin. Les morceaux préférés sont le cœur, la langue et le foie. Le foie, pas que de cheval. Un officier auquel on offre de partager la soupe moyennant finance, 6 francs les 10 cuillerées, eh bien cet officier, lui, trouve au potage un curieux goût de cheval, jusqu'à ce qu'il aperçoive le foie d'un homme au fond de la casserole. Faute d'homme. On mangerait du diable s'il était cuit, s'exclamera le sergent Bourgogne, que plus rien n'étonnait. Rien. Pas même de voir des croates faire rôtir des morceaux de cadavres. Alors à la fin vont s'ajouter les attaques des Cosaques et des paysans et partisans qui harcèlent cette troupe et s'en prennent aux égarés et aux traînards, qui sont faits prisonniers et subissent les pires sévices. Les prisonniers, ils marchent sous le fouet, dans la neige, en chemise, et pour se divertir, leurs geôliers, lors des haltes, les font asseoir sur un bloc de grès rougi au feu. Le 24, à Maloyaroslavets, un détachement russe commandé par Doukhov, composé de 12 000 fantassins, décide de barrer la route à la division du prince Eugène, composée de seulement 6 000 soldats. Encore une bataille furieuse et plusieurs fois incertaine, mais finalement les Français qui seront bien aidés par les troupes italiennes parviennent à vaincre et à garder le contrôle de la ville. Mais encore des morts, beaucoup de morts, 6 000 du côté russe, 4 000 du côté français. Ceci devient grave. Je bats toujours les Russes, mais cela ne termine rien, confie Napoléon à Colincourt. Et effectivement, puisque les Russes vont quand même réussir à couper la route de Kalouga. Et de plus, Napoléon a bien failli finir prisonnier des Cosaques. Le 25 au matin, l'empereur, las de tourner en rond dans sa misérable isba, décide de se rendre compte par ses propres yeux si cette vieille douairière de Koutouzov est en position ou en retraite, à cheval toute. Mais soudain, dans le brouillard du matin, crie fureur, les Cosaques sont là, et pas qu'un peu, 6 000.
En 2 temps 3 mouvements, leur avant-garde entoure déjà l'empereur. Caulaincourt et Berthier mettent la main à l'épée. Par bonheur, ils n'auront pas à jouer les d'Artagnan. Les chasseurs de piquet règlent l'affaire et dégagent Napoléon. Ouf! Reste que la route de Kalouga est coupée, et qu'il faut revoir le trajet de la retraite avec des avis qui vont encore être partagés. Ainsi, par exemple, Bessières, considérant le moral et l'état des troupes, il suggère, lui, de rejoindre Smolensk par Mogex. Drôle de personnage que ce Bessières. Ah là là. Bon mari, bon père, oh lisse de ses lisses. À sa mort, on va pourtant lui découvrir 1 million de dettes. Fruit de sa passion folle pour une danseuse d'opéra, presque une enfant. Virginie Oreille, elle s'appelle. Virginie Letellier, de son nom de scène. Une belle plante aux yeux noirs, qui à la mort de son amant se consolera très vite avec le duc de Berry, dont elle aura 2 fils. Alors Davout, lui, est d'accord pour rejoindre Smolensk, mais il veut passer par Médine. Le conciliabule sur la question de savoir quelle route était préférable a failli tourner au pugilat, et sans Bessières et Berthier, Murat, qui voulait lui passer par Boskov-Vereya, allait se trouver éparpillé par petits bouts façon Pulse. Davout, violent à ses heures. Il le déteste. Alors Eugène et Berthier, eux, veulent passer par la route la plus courte, c'est-à-dire celle empruntée à l'aller. Ah, Berthier. Ça faisait longtemps que je m'appesantais pas sur les artistes de cette retraite. Berthier l'amoureux. Il en perd le boire, le manger, le dormir. Il est amoureux de la belle Visconti, une très belle italienne, le plus joli nez du monde. Des dents éblouissantes, des cheveux de jais coiffés à la Titus. Seul bémol, elle a une voix criarde, un bras un peu plus court que l'autre, mais bon, quand on aime, on ne décompte pas, du moins au début. Elle est mariée, bien sûr, et son mari, qui a toujours refusé le divorce, mourra, manque de bol, au moment où Berthier, contraint par Napoléon, épouse Élisabeth, la fille du roi de Bavière. Cette dernière devra accepter le ménage à 3. Cependant, la belle Visconti, au fil des ans, va grossir. Elle va devoir se faire sangler du cou jusqu'aux cuisses, ce qui lui provoquera une sorte d'attaque et la condamnera à la chaise roulante. Napoléon, quand il la croisait dans un bal, la tête toute auréolée de roses rouges, comme une jeune fille, disait méchamment « Ah, toujours belle, toujours belle !» Alors revenons à la retraite. Finalement, l'empereur choisit la dernière solution, qui est celle de Berthier et d'Eugène. On reprendra donc la route de l'Allée, renonçant du même coup au village où on aurait pu trouver du ravitaillement. À partir de là, la progression de l'armée va se révéler catastrophique. Pas d'approvisionnement, pas de vêtements chauds. Alors le froid va tuer des hommes et pour le moins les geler par petits bouts, les pourrir par petits bouts. Le nez, les orteils, les doigts tomberont. Le froid va tuer aussi les chevaux par milliers. Et sans chevaux, pas de chariot. Et sans chariot, pas d'artillerie. Et qui n'a pas vu un cheval mort au combat n'a pas d'image réelle de la mort. L'horreur de la mort. De plus, les Russes vont harceler continuellement. Les Cosaques, au son de leur hurrah, vont attaquer et décimer les troupes isolées. Napoléon tente d'organiser cette retraite et divise ses forces en 4 groupements. La garde qui ouvre la marche, puis le prince Eugène, puis Davout, et enfin Ney qui ferme la marche et qui a le commandement de l'arrière-garde. Chaque groupe marchera une journée de distance. Le froid est vif, de plus en plus vif. Une cantinière accouche dans ses frimas. On enveloppe le nouveau-né dans des peaux de mouton. Le lendemain matin, alors qu'elle s'apprête à lui donner le sein, le bébé est mort gelé et aussi dur que du bois. La cantinière était mariée. Elle était mariée à la manière de l'armée, c'est-à-dire qu'il n'y avait eu aucun nom gravé au bas d'un parchemin. Mais on rapporte que le mari, le père, pleura bien en enterrant l'enfant. Le mercredi 28, puisqu'on est sur la même route qu'à l'aller,
l'armée française traverse le champ de bataille de la Moskova-Borodino, où la plupart des morts n'a pu être enterrés. Puanteur atroce, vision d'apocalypse. On traverse un chemin debout, fait des membres et des corps humains au milieu d'une nuée de corbeaux. Le sergent Bourgogne dira dans ses mémoires « Rien de plus triste à voir que tous ces morts qui à peine conservaient forme humaine. » Tu fais bien de citer Bourgogne. Bon, je vais rapporter une anecdote un peu plus légère. Bourgogne qui était, si tu me permets un peu de vulgarité, qui était des merdes, ce qui lui permit de s'en sortir. Écoute ce qu'il confie. Ne pouvant, à cause de mes doigts gelés, remettre mes bretelles, j'avais décousu mon pantalon depuis le devant jusqu'au derrière. Je le faisais tenir par le moyen d'un vieux cachemire qui me serrait le ventre. De cette manière, lorsque j'avais besoin, je m'arrêtais et debout, je satisfaisais tout à la fois. Eh bien, il a dû s'arrêter souvent, Bourgogne. Regarde la carte du retour. Kutuzov, lui, prend son temps, ménage ses forces, marche vers le sud-ouest. Ses colistiers lancent une offensive du côté de Vyazna, mais ils sont repoussés par Davout et par le prince Eugène. Ces seconds, à leur tour, vont tenter une attaque contre Davout, à proximité de Vyazma. Mais le prince Eugène et Poniatowski vont venir à la rescousse et vont réussir un sauvetage miraculeux. Tu as dit que Kutuzov prenait son temps, et pour cause. Il ne croit pas au combat en ligne. D'ailleurs, Napoléon le dit. Kutuzov se bat avec courage quand il est aux prises, mais ne connaît rien à la Grande Guerre. C'est que le Russe a une autre idée en tête, faire de cette guerre une croisade. À cet effet, il se déplace souvent au milieu de l'armée, entouré de toute une pompe religieuse qui brandit les images sacrées. Tout le petit peuple russe va se croire ainsi dévoué par Dieu lui-même à la défense de la Sainte Russie. Oui, tu as raison. Kutuzov, certes lent, mais vindicatif et rusé, va continuer à organiser une guerre implacable. Mais quelques exceptions mises à part, plus sous forme de guérilla que de grands affrontements en ligne, ceux dont rêve Napoléon, puisqu'à chaque fois il est victorieux. Mais Kutuzov n'en veut pas. Déçu sur le terrain militaire, Napoléon va l'être aussi sur le terrain politique, puisque le 6 novembre, il apprend une tentative de coup d'État du général Mallet dans la nuit du 22 au 23 octobre à Paris. Un coup d'État manqué, mené par 3 pieds nickelés. Un caporal, un bachelier en droit qui veut faire carrière dans la poésie, un général de brigade qui se disait général de division, Mallet, repris de justice notoire. L'empereur est mort, vive moi, général Mallet, empereur des Français. Le montage de la conspiration est tellement gros que ça a failli passer. Des fois, ça passe quand c'est trop gros. Voilà. Le 8 novembre, un grand vent du nord va geler des milliers de soldats et la route va se trouver jonchée de cadavres, anciens blessés morts de froid, de faim et de misère. Mais enfin on atteint Smolensk le 9 novembre. Smolensk où on devait trouver du ravitaillement et du repos. Mais les hommes sont tellement affamés et harassés que les premiers arrivés pillent les magasins dans un désordre indescriptible. On pille, on meurt de faim. Il n'y a plus aucune discipline. Le sergent Bourgogne, dans ses mémoires, se désole que la faim emporte les sentiments. Il ignore ce que dira un jour Sylvain Tesson. Aimez-vous les uns les autres. Ah ben ça, c'est une injonction de prophète qui vient de se payer un gueuleton. Alors injonction est faite au reste de la grande armée de se regrouper à Smolensk en 5 jours. Et puis Napoléon quittera la ville le 14 novembre.